Deuxième partie, juin 1958. Chapitre 4. Ben Hanscom prend une gamelle. 1. Vers 23h45, l'une des hôtesses de la classe affaires du vol 41 de United Airlines, Omaha-Chicago, reçoit un choc considérable. Elle croit pendant quelques instants que l'homme installé sur le siège A1 est mort. L'homme qui, lorsqu'il est monté à bord à Omaha, elle a tout de suite pensé: oh bon sang, voilà les ennuis qui commencent. Il est sous comme un polonais. L'odeur de whisky qui s'est dégagée de lui a vaguement rappelé le nuage de poussière qui flotte constamment autour du petit garçon crasseux de la bande dessinée Peanuts. Le service en première classe la rend toujours nerveuse, parce qu'on lui sert de l'alcool. Elle était sûre qu'il allait demander un verre, un double probablement. Il faudrait alors se décider, le servir ou non, sans compter que pour faire bonne mesure, le temps était à l'orage, et elle était convaincue qu'à un moment ou à un autre, le type, un grand maigre habillé d'un jean et d'une veste à carreaux, allait se mettre à dégueuler. Mais lors du premier service, l'homme dégingandé ne lui commande rien de plus fort qu'un verre de soda, dans les termes les plus courtois. Sa lumière d'appel reste éteinte, et l'hôtesse ne tarde pas à l'oublier complètement, car elle a fort à faire sur ce vol. Un vol du genre de ceux que l'on a envie d'oublier le plus vite possible. À la vérité, un vol au cours, duquel on pourrait bien, si l'on en avait le temps, se poser quelques questions sur ses propres chances de survie. Le United 41. Slalom entre d'horribles foyers d'orage et d'éclairs, comme un skieur chevronné descendrait une pente pleine de bosses. L'atmosphère est très agitée. Les passagers poussent des cris et lancent des plaisanteries contraintes. Rassurez les éclairs qu'ils voient brasiler entre les piliers épais des nuages qui entourent l'avion. Dis maman, est-ce que c'est Dieu qui prend les anges en photo? Demande un petit garçon, et la mère, dont le teint a viré au verdâtre, est prise d'un rire nerveux. Le premier service est en fin de compte le seul du vol de ce soir-là. Le signal « Attachez vos ceintures » ne s'éteint pas un seul instant. Les hôtesses restent cependant dans les allées et répondent aux appels qui carillonnent en série. Ralph a du boulot ce soir, lui dit une collègue en la croisant. Elle s'éloigne vers la section touriste avec une provision de sacs en papier pour les victimes du mal de l'air. Il s'agit d'un code et d'une plaisanterie. Ralph a toujours du boulot sur les vols un peu secoués. L'avion fait une embardée, quelqu'un pousse un cri retenu. L'hôtesse se tourne, une main tendue pour en reprendre l'équilibre, et plonge directement son regard dans les yeux immobiles et sans vie de l'homme assis sur le siège A1. Oh mon Dieu, il est mort, pense-t-elle. L'alcool qu'il a bu avant d'embarquer, les trous d'air, son cœur, mort de peur. Les yeux du grand dégingandé sont posés sur elle, mais il ne la voit pas. Il ne bouge pas. Ils sont parfaitement vitreux, sans aucun doute. Ce sont là les yeux d'un homme mort. L'hôtesse se détourne de ce regard affreux. Son propre cœur bat la chamade de manière incontrôlée. Elle se demande ce qu'il faut faire, comment s'y prendre, et remercie Dieu que l'homme n'ait pas de voisin prêt à se mettre à crier et à provoquer la panique. Elle décide d'en parler tout d'abord à l'hôtesse en chef, puis à l'équipage masculin à l'avant. Peut-être pourra-t-on l'envelopper dans une couverture et lui fermer les yeux. Le pilote laissera allumer le signal pour les ceintures, même si le temps se calme. Comme ça, personne n'ira aux toilettes à l'avant, et quand les autres passagers débarqueront, ils le croiront endormi. Ces idées lui traversaient rapidement l'esprit, et elle se tourne pour un coup d'œil de confirmation. Le regard mort et fixe est toujours posé sur elle. Sur quoi le cadavre soulève son verre de soda et en prend une gorgée. À cet instant, l'avion se met de nouveau à osciller, penche, et le petit cri de surprise de l'hôtesse se perd au milieu d'autres cris de peur moins contrôlés. Les yeux de l'homme bougent, pas beaucoup, mais assez pour qu'elle comprenne qu'il est vivant et qu'il la voit. Elle pense alors: tiens, j'aurais juré qu'il avait 50 ans bien sonné quand il est monté à bord. Il en a sûrement beaucoup moins.
en dépit de ses cheveux qui commencent à grisonner. Elle se dirige vers lui, malgré les tintements impatients des appels sur le tableau derrière elle. Ralph est vraiment débordé aujourd'hui. Après un atterrissage parfait au air, les hôtesses jetteront 70 sacs. Tout va bien, monsieur, demande-t-elle avec un sourire qu'elle s'en fout, irréel. À la perfection, répond l'homme dégingandé. Elle jette un bref coup d'œil sur les fiches au-dessus du siège et constate qu'il s'appelle Hanscom. À la perfection, réplique-t-il. Mais on est un peu secoué ce soir. Ça doit vous empêcher de faire votre boulot. Ne vous en faites pas pour moi, je vais... Il lui adresse un sourire spectral, un sourire qui lui fait penser à un épouvantail s'agitant au vent de novembre dans les champs glacés. Je vais parfaitement bien. Vous avez l'air un peu perdu. Je pensais au bon vieux temps, répondit-il. Je me suis rendu compte il y a quelques heures à peine que c'était quelque chose qui existait, au moins en ce qui me concerne. Tintement de nouveaux appels. Veuillez m'excuser, mademoiselle, mais... fait une voix nerveuse. Eh bien, si vous êtes sûr que tout va bien... Je pensais au barrage que nous avions construit, les amis et moi, reprend Ben Hanscom. Les premiers amis que j'ai eus, je crois bien. Ils étaient déjà en train de construire lorsque... Il s'interrompt, paraît surpris et rit. Un rire honnête, presque un rire insouciant d'enfant, qui fait un effet très étrange dans l'appareil que secoue l'orage. Lorsque je leur suis tombé dessus, littéralement tombé dessus presque, peu importe, leur barrage était une catastrophe, cela je m'en souviens. Hôtesse, mademoiselle, veuillez m'excuser, monsieur, je dois répondre aux autres appels maintenant. Mais bien entendu. Elle se dépêche, soulagée d'être débarrassée de ce regard mort, quasiment hypnotique. Ben Hanscom se tourne vers le hublot. Des éclairs jaillissent d'énormes cumulus à une douzaine de kilomètres sur la droite. Dans le bégaiement de leurs éclats, les nuages ont l'air de titanesques cervelles transparentes aux grouilles de mauvaises pensées. Il tâte la poche de sa veste à carreaux, mais les dollars d'argent n'y sont plus. Ils se trouvent dans celle de Ricky Lee. Il se prend soudain à souhaiter en avoir conservé un. Il se serait peut-être révélé inutile. Bien sûr, on peut toujours s'adresser à une banque, du moins quand on ne se fait pas chahuter à 9000 mètres d'altitude et en acheter une poignée. Mais que faire de ces foutus sandwichs au cuivre que le gouvernement refile en fait de pièces authentiques à l'heure actuelle? Et pour tout ce qui est loup-garou, vampire et autres entités qui ne rôdent qu'à la lumière des étoiles, c'est de l'argent qu'il faut, du bon argent. Il faut de l'argent pour Internet. Il ferme les yeux. Autour de lui, l'air est plein de carillons. L'avion se balance et roule et tangue, et l'air est plein de carillons. Des carillons? Non, des cloches. Oui, des cloches. La cloche. Celle qui résumait toutes. Celle que l'on entendait toute l'année, alors que le temps grignotait les jours d'école. Celle que l'on commençait d'attendre dès la fin de la première semaine. La cloche, qui était le synonyme de liberté, l'apothéose de toutes les cloches d'école. Ben Hanscom est assis sur son siège de première classe, parmi les roulements du tonnerre, à 9000 mètres d'altitude, le visage tourné vers le hublot, et sans le mur du temps perdre sous toute épaisseur. Un mouvement péristaltique, terrible, merveilleux, vient de commencer. Il pense, oh mon Dieu, je suis digéré par mon propre passé. Il ne le sait pas, mais le 25 mai 1985 est devenu le 29, tandis que dans la nuit et la tempête, l'avion franchit les lignes occidentales. En dessous, les fermiers courbatus dorment comme des morts et rêvent leurs rêves de vivre d'argent. Et qui sait ce qui peut se trouver dans leurs granges, leurs caves et leurs champs, tandis que marche l'éclair et que parle le tonnerre. Personne ne sait cela, on sait seulement que l'énergie est en liberté dans la nuit et que l'air est rendu fou par les mégavolts de la tempête. Mais à 9000 mètres, ce sont les cloches, tandis que l'avion débouche dans une zone dégagée et que sa trajectoire se stabilise. Ce sont les cloches, c'est la cloche, pendant que Ben Hanscom dort.
son sommeil. Le mur qui sépare présent et passé s'effondre complètement, et il tombe en arrière à travers les années, comme un homme tombe dans un puits profond. Voyageur du temps à la Wells, peut-être tenant dans sa chute un barreau d'échelle, tout en s'enfonçant toujours plus bas dans le pays des Morlocks, où les machines pulsent sans jamais s'arrêter, dans les tunnels de la nuit. C'est 1980, 1971, 1969, et soudain, voici juin 1958. Une éclatante lumière règne partout, et derrière ses paupières fermées par le sommeil, les pupilles de Ben Hanscom se contractent à l'appel du rêve, car son cerveau lui montre au nom des ténèbres qui recouvrent l'Illinois. Mais le grand soleil d'un jour de juin à Derry, Maine, il y a de cela 27 ans, des cloches, la cloche. L'école, l'école, l'école est de fini. Le son de la cloche s'enfla et ronfla le long d'un corridor de l'école de Derry, gros bâtiment de briques édifié sur Jackson Street, et à son appel les petits septièmes de la classe de Ben Hanscom lancèrent un cri de joie spontanée. Madame Douglas, d'habitude la plus stricte des maîtresses, ne fit rien pour les calmer. Sans doute savait-elle que ce ne serait guère possible. Mes enfants, commença-t-elle quand le tumulte se fut apaisé. Puis-je avoir votre attention une dernière fois? Un brouhaha de bavardage excité, ponctué de quelques grognements, s'éleva alors dans la classe. Madame Douglas tenait leur bulletin à la main. J'espère bien passer, bébia Sally Muller, à l'attention de Bev March, assise dans la rangée voisine. Sally était brillante, jolie, vive. Bébé aussi était jolie, mais elle ne manifestait pas la même vivacité dernier jour de Glasgow. Maussade, elle restait plongée dans la contemplation de ses baskets sur l'une de ses joues, un bleu tourné au jaunâtre. Moi, j'en ai rien à foutre, répondit Bev. Salut, un petit reniflement. Les dames ne parlent pas comme ça, disait le reniflement. Elle se tourna alors vers Greta Bowie. C'était probablement à cause de l'excitation provoquée par la cloche signalant la fin de l'année scolaire que Sally avait par erreur adressé la parole à Beverly, pensa Ben. Sally Muller et Greta Bowie appartenaient l'une et l'autre à ces riches familles qui avaient des maisons sur West Broadway, tandis que Bev venait des HLM miteuses du bas de la grande rue. 2400 mètres à peine séparent les deux quartiers. Mais même des gosses comme Ben savaient qu'en fait, la distance réelle était celle qui sépare la Terre de Pluton au bas mont. Il suffisait de regarder le sweater pour marcher de Beverly March, sa jupe trop large qui venait sans doute du comptoir de l'armée du salut, et ses baskets déchirées pour le comprendre. N'empêche, Ben préférait Bev. Il la préférait même de beaucoup. Sally et Greta étaient bien habillées, et quelque chose lui disait qu'on leur faisait des indéfrisables, ou des trucs comme ça tous les mois. Mais à ses yeux, cela ne changeait rien. Serait-elle passée de tous les jours chez le coiffeur, qu'elle n'en serait pas moins restée de petite morpheuse prétentieuse. Il trouvait Bev bien plus chouette et beaucoup plus jolie, même si, pour tout l'or du monde, il n'aurait jamais osé le lui dire. Néanmoins, parfois, au cœur de l'hiver, quand la lumière à l'extérieur virait au jaune somnolent, comme un chat roulé sur un sofa, quand mademoiselle Douglas dévidait sa rengaine sur les maths, comment faire une division à plusieurs chiffres, trouver le plus petit dénominateur commun de deux fractions pour pouvoir les additionner, ou sur les mines d'étain du Paraguay, en ces jours où il semblait que jamais l'école ne finirait, mais que ça n'avait pas d'importance, parce que dehors, le monde était en décomposition. En ces jours-là, Ben observait Bev de son côté, de temps en temps, dérobant quelque chose de son visage, ce qui lui laissait le cœur à la fois désespérément douloureux et débordant de jubilation. Il se disait qu'il en pensait pour elle, qu'il en était amoureux, et que c'était pour cela qu'il pensait toujours à elle lorsque, à la radio, les Penguins se mettaient à chanter « Ange terrestre, ma tendre chérie, je t'aimerai toute la vie ». Ouais, c'était stupide, d'accord. Aussi minable qu'un vieux Kleenex.
le ressentait à qui que ce soit. De confident éventuel n'existait d'ailleurs pas. Ce confident éventuel n'existait d'ailleurs pas. Le dépositaire du secret en mourrait sans doute de rire. Et s'il avouait jamais à Beverly qu'il l'aimait, soit elle rirait aussi mauvais, soit elle émettrait un hoquet de dégoût, encore pire. Et maintenant, présentez-vous à l'appel devant nous, Paul Anderson, Carla Bordeaux, Greta Bowie, Calvin Clark, Sissy Clark, et chacun des enfants va à tour de rôle jusqu'au bureau de Mademoiselle Douglas. Seuls les jumeaux Clark arrivèrent ensemble main dans la main. Il n'y avait que la longueur des cheveux de Sissy et sa robe qui permettait de les différencier. Prendre son bulletin couleur chamois, orné du drapeau américain et du serment d'allégeance côté face, et d'une autre paire côté pile, avant de quitter la classe d'un pas mesuré et de foncer comme un bolide dans le couloir jusqu'au portail d'entrée battant grand ouvert. Ils se jetaient ensuite dans la thé et disparaissaient, certains à bicyclette, quelques-uns en lampadon, d'autres après avoir enfourché quelques invisibles cheval, se frappant les cuisses pour produire un bruit de sabot. D'autres encore bras dessous, enchaînant tous les cahiers au feu et le maître au milieu. Marcia Faden, Frank Frick, Ben Hanscom. Il se leva, jeta furtivement à Beverly ce qu'il crut être sur le moment le dernier regard de l'été et se dirigea vers le bureau de Mademoiselle Douglas. Homme de 11 ans affligé d'un pétrousquin grand, quasiment comme le Nouveau-Mexique, lequel pétrousquin était empaqueté dans un horrible jean tout neuf, dont les rivets de cuivre renvoyaient de petits éclairs de lumière et qui produisait un chuintement à chaque fois que ses grosses cuisses frottaient l'une contre l'autre. Ses hanches ondulaient comme celles d'une fille, son estomac palottait d'un côté et de l'autre. En dépit de la douce chaleur de la journée, il portait un ample haut de survêtement. Il ne s'habillait presque jamais autrement que de survêtements lâches parce qu'il éprouvait une honte profonde de sa poitrine. Et cela depuis le premier jour de classe après les vacances de Noël, lorsqu'il avait porté l'une de ces nouvelles chemises que sa mère lui avait donnée et que Higgins le moteur avait braillé. Et les mecs visaient un peu ce que le Père Noël rapportait en Hanscom, une grosse paire de nénés. Le rôdeur avait été tellement content de sa plaisanterie qu'il s'en était presque évanoui. D'autres avaient d'être aussi avéris, et notamment quelques filles. Si un trou conduisant en enfer s'était ouvert devant lui à cet instant, Ben y aurait sauté sans un bruit, ou tout au plus avec un léger murmure de gratitude. Depuis ce jour-là, il portait des hautes survêtes. Il en possédait 4, tous plus flottants les uns que les autres, un brun, un vert et 2 bleus. C'était l'une des rares choses sur lesquelles il avait tenu tête à sa mère, l'une des rares limites qu'il s'était senti obligé, au cours d'une enfance par ailleurs plutôt placide, de tracer dans la poussière. S'il avait vu Beverly rire avec les autres ce jour-là, à son avis, il en serait mort de honte. Ce fut un plaisir de t'avoir dans ma classe cette année, Benjamin, dit Mademoiselle Douglas, en lui donnant son bulletin. Merci, Mademoiselle Douglas. Une voix de fausse et moqueur arriva du fond de la classe. Merci, Mrs. Douglas. Henry Bowers, bien entendu. Henry était en 7e, au lieu de se trouver en 6e avec ses amis Huggins le rôdeur et Victor Chris, étant donné qu'il avait redoublé l'année précédente. Ben soupçonnait qu'il avait triplé. Mademoiselle Douglas ne l'avait pas appelé à son tour dans la liste alphabétique, ce qui était synonyme d'ennui. Cela mettait Ben mal à l'aise, parce que si l'hypothèse se vérifiait, Ben s'en sentirait un peu responsable, et Henry le savait. Pendant les épreuves finales la semaine précédente, Mademoiselle Douglas les avait fait changer de place au hasard en tirant leur nom d'un chapeau. Ben s'était retrouvé au dernier rang à côté de Henry Bowers. Comme toujours, Ben avait enroulé le bras autour de la copie, complètement penché sur elle avec la satisfaction confortable et rassurante de son ventre pesant contre le bureau, suçant occasionnellement son crayon à la recherche de l'inspiration. Vers le milieu de l'épreuve du mardi, mathématique, un murmure était arrivé jusqu'aux oreilles de Ben. Il était aussi bas de portée, aussi faible et aussi professionnel que celui d'un détenu vétéran qui voulait passer un message dans la cour de la prison. Laisse-moi copier. Ben avait tourné la tête vers lui, il avait regardé directement dans les yeux.
Kansas Street, le long de la ligne de Newport, et Henry passait au moins 30 heures par semaine à pêcher, à désherber, à planter, à enlever les roches, à couper du bois et à récolter, quand du moins il y avait quelque chose à récolter. Henry avait les cheveux coupés agressivement courts, au point qu'on lui voyait la peau du crâne, et combiné ceux de devant au Butch Wax, dont il avait toujours un tube dans la poche de son jean. Sur son front, les courtes mèches faisaient un effet de dents moissonneuses. Il émanait de lui en permanence un mélange d'odeurs de sueur, de parfum de chewing-gum aux fruits. À l'école, il portait un blouson de moto rose avec un aigle dans le dos. Un jour, un petit neuvième fut assez téméraire pour se moquer du blouson rose. Henri avait bondi sur le moreux, souple comme une belette et vif comme une vipère. Elle lui avait asséné de coups de poing d'une main noircie par le travail. Le gamin perdit droit dans le devant et Henri fut renvoyé pendant 2 semaines. À cet espoir mal défini mais brûlant de ceux qui se sont bousculés et terrorisés, Ben avait rêvé que ce renvoi serait définitif. Pas de chance, les salauds s'en sortent toujours. À son retour, Henri était revenu rouler des mécaniques dans la cour de l'école, la voix resplendissant et sinistre dans son blouson rose, les cheveux tellement gominés qu'on aurait pu s'y mirer. Gonflé et bleui, ses paupières portaient encore les marques de la correction que son maboule de père lui avait infligée pour s'être battu dans la cour de récré. Ces traces finirent par disparaître, mais pour les gosses qui devaient coexister avec Henry à Derry, la leçon resta, pour autant que Ben le sût. Personne, depuis lors, n'avait fait la moindre remarque sur le blouson rose avec un aigle dans le dos. Quand Henry avait adressé à Ben son murmure à la fureur rentrée, lui intimant l'ordre de le laisser copier, en l'espace de quelques secondes, 3 pensées avaient traversé comme des fusées l'esprit du garçon, aussi nerveux et délié que son corps était mou et gros. 1. Si Mademoiselle Douglas s'en apercevait, tous les deux auraient 0. 2. S'il ne laissait pas Henri copier, ce dernier choperait presque à coup sûr après l'école, et lui administrerait son légendaire doublé du droit, sans doute aidé par Hawkins et Chris, le donnant chacun par un bras. C'était là les pensées d'un enfant, ce qui n'avait rien de surprenant puisqu'il avait 11 ans. Mais la dernière, plus élaborée, était quasiment indignée d'un adulte. 3. Il peut m'attraper, c'est vrai, mais je peux peut-être l'éviter pendant la dernière semaine de classe. Si je le veux vraiment, je suis presque sûr d'y arriver. Il dépassera et oubliera, je crois. Ouais, c'est un vrai crétin. S'il rate sa compo, qui sait s'il ne triplera pas. Et s'il triple, je serai en avance sur lui. Plus jamais nous serons dans la même classe. J'irai avant lui à la grande école. Je pourrai être libre. Laisse-moi copier, murmura de nouveau Bowers, ses yeux noirs jetaient des éclairs exigeants. Ben secoua la tête et replia un peu plus le bras autour de sa copie. Je te choperai, Rollard, siffla Henri légèrement plus fort. Cette fois, mis à part son nom, la feuille qu'il avait devant lui était vierge. Il était désespéré. S'il ratait ses examens et triplait son père allait le battre comme plâtre. Laisse-moi copier ou je te fais la peau. Ben secoua de nouveau la tête dans un tremblement de bajou. Il avait peur, mais il était déterminé et se rendit compte que pour la première fois de sa vie, il avait consciemment adopté une ligne de conduite, et cela lui faisait également peur, quoiqu'il n'aurait pas su dire exactement pour quelle raison. Il lui faudrait des années pour comprendre que c'était le sang-froid de son calcul, la soigneuse et pragmatique évaluation des coûts. Avec ce que cela présageait de l'état adulte, qu'il avait encore plus effrayé que les menaces de Henri. Henri, il pouvait l'éviter. L'âge adulte, où il pratiquerait probablement ce mode de pensée presque tout le temps, finirait par le rattraper. N'ai-je pas entendu quelqu'un parler là-bas au fond? Avait alors demandé Mademoiselle Douglas d'un ton net. Si c'est le cas, on s'arrête immédiatement. Le silence avait régné au cours des 10 minutes suivantes. Studieuse, les jeunes têtes restaient penchées sur les feuilles d'examen, qui dégageaient une odeur plaisante d'encre à stencil violette. C'est alors que le murmure de Henri avait flotté dans l'air, léger, presque inaudible, à glacer le sang par la calme assurance de sa promesse. T'es cané, voilà. 4, 3, 3,
s'enfuit, rendant grâce au Dieu, quel qu'il ait vu, qui protégeait le gros garçon de 11 ans de ce que les hasards de l'ordre alphabétique n'eussent pas permis à Bowers de quitter la classe le premier pour l'attendre à la sortie. Il ne courut pas dans le corridor comme les autres enfants. Il pouvait courir et remarquablement vite pour quelqu'un de son gabarit, mais il avait une conscience aiguë de son allure ridicule lorsqu'il le faisait. Il marcha rapidement cependant et quitta le hall qui sentait le livre pour le grand soleil de juin. Il resta quelques instants le visage levé vers la lumière, dans le bonheur de la chaleur de l'astre de sa liberté. Septembre était à des millions d'années. Ce n'était peut-être pas ce que disait le calendrier, mais le calendrier montait. L'été serait infiniment plus long que la somme de ses jours. Il lui appartenait. Il se sentit grand comme le château d'eau, immense comme la ville. Quelqu'un lui rentra dedans, violemment. Les agréables rêveries estivales furent balayées de son esprit tandis qu'il titubait désespérément à la recherche de son équilibre au bord des marches de pierre. Il attrapa la rampe juste à temps pour éviter une mauvaise dégringolade. Sort de mon chemin un gros paquet de tripes. C'était Victor Chris, les cheveux peignés en arrière avec la banane à Elvis, gluant de brillantine. Il descendit les marches et gagna le portail d'entrée, main dans les poches, le col de chemise relevé dans le cliquetis de fer de ses bottes de mécano qu'il laissait traîner exprès. Ben, le cœur battant encore fort, aperçut Huggins sur le roteur de l'autre côté de la rue, un mégot à la main. Il fit signe à Victor et lui passa la cigarette quand ce dernier arriva à sa hauteur. Victor tira une bouffée, rendit le mégot et lui montra l'endroit où se tenait Ben, maintenant à mi-chemin de l'escalier. Puis il dit quelque chose et les deux garçons se séparèrent. Une vague de chaleur, celle du désespoir, traversa le visage de Ben. Il finissait toujours par vous avoir. C'était le destin, ou quelque chose comme ça. Tu aimes tellement le coin que tu vas y rester planté pour le reste de la journée, fut une voix près de lui. Ben se retourna et de chaud, son visage devint brûlant. C'était Beverly March, auréolée de l'éclat de ses cheveux châtain clair, les yeux d'un délicieux gris vert. Le chandail dont elle avait remonté les manches s'effilochait à la hauteur du cou et flottait sur elle presque autant que les survêtements de Ben. Certainement trop informe pour qu'on puisse voir si les seins commençaient à pousser. Mais Ben s'en moquait. Quand l'amour frappe avant la puberté, il peut s'enfler de vagues si claires et si puissantes que personne ne pourra résister à son simple commandement. Et Ben ne lui offrait aucune résistance. Il s'y abandonnait. C'est un point, c'est tout. Il se sentait à la fois stupide et exalté, et plus embrassé qu'il ne l'avait jamais été de toute sa vie, mais aussi l'indiscutable objet d'une grâce particulière. Ses émotions désespérées étaient comme un breuvage entêtant qui le laissait à la fois joyeux et le cœur à l'envers. Non, quoi ça-t-il? Je ne crois pas. Un sourire immense se répandit sur son visage, et il se rendait compte qu'il devait avoir l'air idiot. Mais il ne voyait aucun moyen de faire autrement. Eh bien, c'est que l'école est finie, non? Grâce à Dieu. Passe un autre croissement, il dut s'éclaircir la gorge et devint cramoisi. Passe de bonnes vacances, Beverly. Toi aussi, Ben, à l'année prochaine. Il descendit d'un pas vif les dernières marches, et Ben la saisit un instantané d'amoureux. L'éclat du tissu causé de sa robe, le jeu de ses cheveux roux dans son dos, son teint de lait, une petite coupure qui se cicatrisait sur son mollet, et, pour une raison mystérieuse, ce dernier était soulevant en lui une vague d'émotion d'une telle puissance qu'il dut s'accrocher de nouveau à tâtons à la rampe. Une émotion gigantesque, indicible et miséricordieusement brève, signal en courant peut-être de désir sexuel sans signification pour son corps où les glandes endoctrines dormaient encore d'un sommeil sans rêve, mais aussi éclatante qu'un éclair de chaleur d'été. Une chaînette de cheville en or, brillante juste au-dessus de sa basket droite, qui lui renvoyait le soleil en petit éclat vif. Il laissa échapper un son curieux. Il descendit les dernières marches de l'escalier, aussi faible qu'un vieillard, et s'arrêta en bas pour la suivre du regard jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Après avoir tourné à gauche, derrière la haute haie qui séparait la cour de l'école du trottoir. 4.
resta là que quelques instants, tandis que les gosses continuaient de passer en groupe, au pas de course et à grands cris. Se souvenant soudain de Henry Bowers, il s'empressa de rejoindre l'angle du bâtiment. Il traversa le terrain de jeu des tout-petits et sortit par le portillon qui donnait sur Charter Street. Là, il prit à gauche, sans un seul regard en arrière, pour le tas de briques à l'intérieur duquel il venait de passer tous les jours de la semaine, ou presque, de ces 9 derniers mois. Il fourra le bulletin dans sa poche revolver et se mit à siffler. Il portait une paire de Keds, mais leurs semelles ne touchèrent pas le trottoir pendant au moins 8 pâtés de maison. Il les avait lâchées juste après midi. Sa mère ne rentrerait pas à la maison avant 6 heures, car tous les vendredis, elle se rendrait directement au supermarché après son travail. Le reste de la journée lui appartenait. Il alla passer un moment chez au Macaron Park, où il resta assis sous un arbre sans rien faire, sinon murmurait de temps en temps dans un souffle « J'aime Beverly Marsh », se sentant plus enivré et romantique à chaque fois. À un moment donné, tandis qu'une bande de garçons envahissait le parc et installait les bases pour une partie de baseball improvisée, il chuchota les mots Beverly Hanscom par 2 fois et dut ensuite enfouir son visage dans l'herbe pour rafraîchir ses joues brûlantes. Peu après, il se leva et, traversant le parc, gagna Costello Avenue. 5 coins de rue plus loin se dressait la bibliothèque publique qui, à la réflexion, lui parut être sa destination initiale. Il était presque sorti du parc lorsqu'un petit huitième le vit et l'interpella. « Hé, les nénés, tu veux jouer? Nous avons besoin d'un batteur. » Il est une explosion de rire. Ben s'enfuit aussi vite qu'il put, enfonçant la tête entre les épaules comme une tortue se retirant dans un carapace. Il se considérait néanmoins comme chanceux, en fin de compte. Les garçons auraient pu le poursuivre, juste pour le chasser, ou peut-être pour le faire tomber dans la poussière et voir s'il allait pleurer. Mais ils étaient aujourd'hui trop absorbés par la mise en place du jeu et des règles. Ben fut heureux de les laisser débattre des arcanes qui précédaient la première partie de l'été et poursuivit son chemin. 3 coins de rue plus loin, sur Costello, il fit une découverte intéressante et avantageuse. Sous la haie d'une maison, il vit briller du verre par les déchirures d'un vieux sac en papier. Du pied, Ben tira le sac dans la rue. La chance semblait vraiment être de son côté. Il contenait 3 canettes de bière et 3 grandes bouteilles de soda. Et en tout, calculait-il, 28 cents sous cette haie. Attendez qu'un gamin passe et s'en empare. Un gamin avec de la chance. C'est moi, se dit joyeusement Ben, sans la moindre idée de ce que lui réservait le reste de la journée. Il repartit, tenant le sac par le fond pour qu'il ne se déchire pas davantage. L'épicerie de Costello Avenue n'était qu'à 2 pas. Ben échangeait les bouteilles contre de l'argent et une bonne partie de l'argent contre des confiseries. Devant la vitrine d'eau à 1 cent, il montra du doigt ce qu'il voulait. Comme toujours ravi par le cliquetis du bâton vitré monté sur roulement à billes lorsque le vendeur le fit glisser. Il prit 5 longueurs de guimauve rouge, 5 de noir et toutes sortes de friandises et de bonbons. Ben ressortit son petit sac en papier brun plein de sucreries à la main, avec encore 4 cents dans la poche droite de son nouveau jean. Il jeta un coup d'œil au sac débordant de douceur, et soudain une pensée tenta de faire surface. Continue à bavrer comme ça et Beverly Marsh n'aura pas un regard pour toi. Mais elle était désagréable et il la repoussa facilement. Il avait l'habitude de chasser ce genre de pensée. Si quelqu'un lui avait demandé « Te sens-tu seul, Ben ?» il aurait eu un regard surpris pour celui qui lui aurait posé une question qui ne lui était jamais venue à l'esprit. Il n'avait pas d'amis, mais il avait ses livres, ses rêves, ses modèles réduits et son gigantesque jeu de construction avec lequel il édifiait toutes sortes de choses. Plus d'une fois, sa mère s'était exclamée que ces petites maisons en Lincoln Logs étaient
recevoir le Super 7 pour son anniversaire en octobre. Avec, il pourrait construire une véritable pendule qui donnerait l'heure et une voiture avec une vraie boîte de vitesse. Seul aurait-il sans tout répondu, sincèrement interloqué. Quoi? Un enfant aveugle de naissance ne sait pas s'il est aveugle, donc on le lui dit pas. Et même alors, il ne se fait qu'une idée très théorique de ce qu'est la cécité. Seul celui qui a perdu la vue en possède la notion. Ben Hanscom n'éprouvait aucun sentiment de solitude pour avoir toujours été seul. La chose n'étant ni nouvelle ni limitée, il ne pouvait pas se rendre compte que la solitude était toute sa vie, qu'elle était simplement là, comme les deux articulations de son pouce et la petite irrégularité marrante de l'une de ses deux dents de devant, sur laquelle il passait la langue chaque fois qu'il se sentait nerveux. Beverly était un doux rêve, les bonbons une douce réalité. Les bonbons étaient ses amis. C'est pourquoi il dit à cette bizarre pensée d'aller se faire voir, ce qu'elle fit tranquillement sans poser de problème. Entre l'épicerie de Costello et la bibliothèque municipale, il liquida tout ce qu'il avait acheté. Il avait bien envisagé de garder les bonbons ronds, les pèse pour regarder la télé le soir même. Il aimait aller charger un à un dans le pistolet en plastique pour se les tirer ensuite dans la bouche, comme s'il se suicidait au glucose. Car il y avait un programme de rêve, Whirly Birds, avec Kenneth Tobey dans le rôle de l'héroïque pilote d'hélicoptère Dragnet. Des histoires vraies où les noms étaient changés pour protéger les innocents, et Highway Patrol, dans lesquels Broderick Crawford jouait le rôle du policier Dan Matthews. Broderick Crawford était le héros préféré de Ben. Il était rapide, mauvais, et envoyait tout le monde se faire foutre. Et surtout, Crawford était gros. Il arriva à l'angle de Costello Avenue et de Kansas Street, qu'il traversa pour gagner la bibliothèque. Elle comprenait en réalité deux parties. Un ancien bâtiment de pierre de taille en façade, édifié en 1890 avec l'argent des seigneurs du bois, et un immeuble bas à l'arrière, qui abritait la bibliothèque réservée aux enfants. Un corridor vitré reliait les deux constructions. À cet endroit proche du centre-ville, Kansas Street était à sens unique, et Ben ne regarda donc que d'un côté, à droite, avant de traverser. Eût-il regardé à gauche, le choc aurait été terrible. À l'ombre d'un vieux chêne énorme qui se dressait sur la pelouse, devant la maison communale de Derry, se tenaient Huckins le rôdeur, Victor Chris et Henry Bowers. 5. Chopons-le, Hank. Victor en salivait presque. Henri suivit des yeux le petit connard grassouillet qui traversait la rue, avec son ventre qui ballottait, son épi de cheveux qui s'agitait à l'arrière de son crâne, et son cul qui se tordillait comme celui d'une fille dans un blue jean tout neuf. Il estima la distance entre leur groupe et Hanscom d'une part, et entre Hanscom et la sécurité de la bibliothèque de l'autre. Il pensa qu'il était possible de l'attraper avant qu'il trouve refuge, mais le gros lard risquait de se mettre à crier. Un adulte pourrait s'interposer, ce que Henry voulait à tout prix éviter. Cette salope de Douglas lui avait dit qu'il avait raté ses maths et son anglais. Elle le faisait passer, mais à condition qu'il prenne 4 semaines de cours d'été. Henry aurait préféré tripler. Son père ne l'aurait battu qu'une fois, avec 4 heures à l'école pendant 4 des semaines où il y avait le plus de travail à la ferme, et elle lui fichait une bonne demi-douzaine de raclés, sinon davantage. Sa seule consolation devant cette sinistre perspective était l'idée de faire payer tout ça l'après-midi, même à cette espèce de petit enculé plein de soupe, avec les intérêts. Ouais, allons-y, approuva le rôdeur. Non, attendons qu'il sorte. Il regarda Ben ouvrir l'une des grandes doubles portes et disparaître à l'intérieur. Puis ils s'assirent pour fumer des cigarettes et se raconter des histoires de représentants de commerce en attendant qu'ils ressortent. Ben finirait bien par sortir. Henry le savait bien. Et là, il allait lui faire regretter le moment où il était né. 6. Ben adorait la bibliothèque. Il
fraîcheur, même par les journées les plus caniculaires d'un été long et chaud, et le calme qui rompait à peine d'occasionnels murmures et des coups de tampon assourdis d'un bibliothécaire classant les livres ou les cartes de lecture, ou encore le bruit des pages tournées dans la salle des périodiques où se retrouvaient des messieurs âgés qui lisaient des journaux attachés à de longs bâtons plats. Il en aimait la qualité de la lumière, que ce soit celle des rayons de soleil obliques qui tombaient des hautes fenêtres étroites l'après-midi, ou celle que diffusaient les globes suspendus à des chaînes les soirs d'hiver. Tandis qu'à l'extérieur sifflait le vent, il aimait l'odeur des livres, un parfum épicé, avec quelque chose de fabuleux. Il passait parfois par les rayons réservés aux adultes pour contempler ces milliers de volumes, et il imaginait tout un monde à l'intérieur de chacun, comme il imaginait par les crépuscules embrumés de la fin du mois d'octobre, alors que le soleil se réduisait à une ligne orange et amère sur l'horizon, les filles qui se déroulaient derrière toutes les fenêtres, les gens qui riaient, se disputaient, arrangeaient des fleurs, faisaient manger leurs enfants ou leurs animaux de compagnie, ou mangeaient eux-mêmes en regardant la téloche. Il aimait l'impression de chaleur qu'il ressentait lorsqu'il empruntait le couloir vitré qui reliait le vieux bâtiment de la bibliothèque des enfants. Même en hiver, il y faisait chaud, sauf lorsque le temps était resté nuageux pendant 2 jours de suite. Mademoiselle Starrett, la responsable de la bibliothèque des enfants, lui avait expliqué que c'était dû à un phénomène appelé l'effet de serre. Ben avait été enchanté par cette notion. Des années plus tard, il construirait l'immeuble si controversé du centre de communication de la BBC à Londres, mais la querelle aurait pu continuer de faire rage pendant 1000 ans, sans que personne ne se doute, à part Ben lui-même, que ce n'était rien d'autre que le couloir vitré de la bibliothèque municipale de Derry placé à la verticale. Il aimait aussi la bibliothèque des enfants, même si elle ne possédait pas le charme des pénombres de l'ancienne, avec ses globes et ses escaliers de fer en colimaçon, tellement étroits que 2 personnes ne pouvaient s'y croiser. L'une des deux devait faire marche arrière. La bibliothèque des enfants était claire et ensoleillée, et légèrement plus bruyante, en dépit des panneaux « On ne se veut pas de bruit » disposés un peu partout. Le bruit venait la plupart du temps du coin réservé aux plus petits qui regardaient des livres d'images. À l'arrivée de Ben ce jour-là, l'heure des histoires venait juste de commencer. Miss Davis, la jeune et jolie bibliothécaire, lisait Les 3 petits cochons. Qui heurte si fort à ma porte? Une jeune femme avait pris la grosse voix grondante du cochon de l'histoire. Parmi les petits, certains se cachaient la bouche et bouffaient, mais la plupart la regardaient de l'œil le plus sérieux du monde, acceptant la voix du cochon comme ils acceptaient les voix de leurs rêves, et leur expression grave reflétait l'éternelle fascination des contes de fées. Le monstre serait-il vaincu ou dévorerait-il? Des affiches aux couleurs éclatantes étaient accrochées un peu partout, celle du gentil garçon qui s'était lavé les dents au point que sa bouche écumait comme le museau d'un chien fou, celle du méchant garçon qui fumait des cigarettes. Quand je serai grand, je veux être très malade comme papa, disait la légende. Il y avait aussi une merveilleuse photo sur laquelle des millions de points lumineux brillaient dans l'obscurité. Dessus était écrit « Une idée allume 1000 chandelles. Ralph Waldo Emerson ». On était invité à rejoindre les scouts ou à s'inscrire au club des filles. Des activités sportives et des spectacles de théâtre pour enfants étaient proposés, ainsi qu'un programme de lecture de l'été. Ben était un adepte enthousiaste de ce programme. Lors de l'inscription, on vous remettait une carte des États-Unis. Puis, pour chaque livre lu, si on avait rédigé une fiche, on vous donnait un collant à apposer sur la carte, un par état, avec toutes sortes d'informations sur sa flore, sa faune, l'année de son admission dans l'Union. Et on recevait un livre gratuit quand la carte était complète, avec les 48 états. Une sacrée bonne affaire. Ben envisageait de faire ce que la fiche recommandait. Ne perdez pas de temps, inscrivez-vous tout de suite. Bien en vue, au milieu de cette sympathique débauche de couleurs, une affiche austère était punaisée au-dessus du bureau de retrait des livres. Pas de dessin, pas de superbes photos, rien que de gros caractères noirs sur du papier blanc. N'oubliez pas le couvre-feu, 19h. Service de police de
l'excitation de la remise de son bulletin, de la crainte de Henry Powers, de sa discussion avec Beverly et du début des vacances, il avait oublié le couvre-feu et les meurtres. Les gens n'étaient pas d'accord sur leur nombre, mais tous admettaient en revanche qu'il y en avait eu au moins 4 depuis l'hiver dernier, 5 si l'on comptait George Denbrough, car nombreux étaient ceux qui croyaient que la mort du petit Denbrough était due à quelque accident monstrueux. Le premier, indiscutable, était celui de Betty Ripsom, trouvé le lendemain de la Noël à proximité du chantier de construction de route au-delà de Jackson Street. On avait découvert la jeune fille, âgée de 13 ans, mutilée et raidie par le froid dans la boue gelée. De cela, on n'avait rien dit dans les journaux, et aucun adulte n'en avait soufflé mot à peine. C'était quelque chose qui était tout de même, d'une manière ou d'une autre, parvenu à ses oreilles. Environ 3 mois et demi plus tard, peu après l'ouverture de la pêche à la truite, un pêcheur qui parcourait la rive d'un cours d'eau à 30 km à l'est de Derry planta son hameçon dans ce qu'il prit tout d'abord pour un morceau de bois, puis apparut une main, suivie d'un poignet, et des premiers 15 cm d'un bras ayant appartenu à une jeune fille. L'hameçon s'était fiché dans la peau qui relie l'index au pouce. La police d'État avait découvert les restes du cadavre de Cheryl LaMonica, 70 mètres en aval, prisonnier d'un arbre tombé en travers du courant l'hiver précédent. C'était un pur hasard qui avait empêché que le corps ne fût entraîné dans la Penobscot, et de là dans l'océan avec les crues de printemps. Cheryl LaMonica avait 16 ans. Elle était Derry, mais n'allait pas en classe. 3 ans auparavant, elle avait donné naissance à une fille, Andrea, et vivait avec elle chez ses parents. Cheryl était parfois un peu sauvage, expliqua le père en larmes à la police, mais était dans le fond une bonne petite. Andy n'arrête pas de me demander « Où est maman ?» et je ne sais pas quoi lui répondre. La disparition de la jeune fille avait été signalée 5 semaines avant la découverte du corps. Assez logiquement, la police avait commencé ses investigations en partant de l'hypothèse que Cheryl avait été victime de l'un de ses amants. Elle en avait eu beaucoup. Elle en avait beaucoup. Un bon nombre appartenait à la base aérienne sur la route de Bangor. C'étaient tous ou presque des gentils garçons, déclare la mère de Cheryl. L'un de ces gentils garçons était un colonel de l'armée de l'air quadragénaire et avait une femme et 3 enfants au Nouveau-Mexique. Un autre était actuellement en prison à Shawshank pour vol à main armée. Un amant, pensa la police, ou peut-être tout simplement un étranger, un maniaque sexuel. Si l'on retenait cette dernière hypothèse, ce maniaque aimait aussi les garçons. À la fin avril, un professeur partit en randonnée avec sa classe de 4e découvrit, dépassant d'une bouche d'égout de Merritt Street, 2 tennis rouges que prolongeaient les jambes d'une salopette en velours bleu. L'extrémité de cette rue était interdite par des barrières, et des bulldozers avaient dégagé l'asphalte à l'automne précédent, en vue des travaux d'extension de l'autoroute de Bangor. Le corps était celui du petit Matthew Clement, âgé de 3 ans, dont les parents avaient signalé la disparition la veille. Le Daily News avait publié sa photo en première page, un bout de chou aux cheveux bruns qui souriait crânement à l'appareil, une casquette de baseball perchée de guingois sur la tête. Les Clement vivaient sur Kansas Street, à l'autre extrémité de la ville. La mère, tellement frappée de stupeur par son chagrin qu'elle avait l'air de s'être réfugiée dans une boule de verre d'un calme absolu, expliqua à la police que Matthew faisait du tricycle sur le trottoir, devant la maison, sise à l'angle de Kansas Street et de Gossett Lane. Elle était allée mettre son linge dans le séchoir, et quand elle avait regardé de nouveau par la fenêtre pour voir ce que faisait Matty, il avait disparu. Il ne restait plus que son tricycle renversé sur la pelouse qui séparait le trottoir de la rue proprement dite. L'une des roues arrière tournait encore lentement et s'était arrêtée sous ses yeux. Pour le chef de la police, Burton, c'en était trop.
spéciale du conseil municipal le lendemain soir. Adoptée à l'unanimité, la proposition prit effet le surlendemain. Les jeunes enfants devaient rester en permanence sur la surveillance d'un adulte qualifié. D'après l'article qui parlait du couvre-feu dans les Daily News, une réunion spéciale s'était tenue à l'école de Ben un mois avant. Burton était monté sur l'estrade et, les pouces dans le ceinturon, avait affirmé aux enfants qu'ils n'avaient rien à craindre tant qu'ils observaient un certain nombre de règles simples. Ne pas parler aux étrangers, ne pas monter en voiture qu'avec des gens qu'ils reconnaissaient très bien. Toujours se souvenir que le policier est votre ami et respecter le couvre-feu. 2 semaines auparavant, un garçon que Ben ne connaissait que vaguement, il était dans l'autre septième de l'école, avait sondé l'une de ces bouches d'égout de Newport Street et aperçu une masse de cheveux qui flottait. Ce garçon, du nom de Frankie ou Freddie Ross ou Roth, faisait la chasse aux objets perdus avec un attirail de son invention qu'il appelait le fabuleux bâton-colle. On sentait bien qu'il en parlait en lettres majuscules, voire éclairées au néon. Le fabuleux bâton-colle était constitué d'une branche de bouleau terminée par un gros paquet de chewing-gum à faire des bulles. À ces moments perdus, Freddy ou Frankie arpentait des rues armé de son bâton et faisait le tour des égouts et des évacuations d'eau. Il trouvait parfois de la monnaie, des pièces d'1 cent la plupart du temps, mais parfois des 5 ou même des 25 cents, des quarters auxquels il faisait allusion pour des raisons connues de lui seul, en les appelant monstres des quais. Une fois le pactole repéré, le fabuleux bâton-colle entrait en action, passait entre la grille et ramenait à coup sûr la piécette. Ben avait entendu parler de Freddy ou Frankie bien avant que les projecteurs de l'actualité se soient braqués sur lui, après qu'il eut découvert le corps de Veronica Grogan. Il était vraiment répugnant, lui avait confié un jour un gosse du nom de Richie Dozier dans la cour de récréation. Dozier était un gamin tout maigre qui portait des lunettes. Ben pensait que sans elle, il devait voir tout aussi bien que Mr. Magoo agrandi. Ses yeux nageaient derrière les verres épais avec une expression de perpétuelle surprise. Il avait aussi 2 énormes dents de devant qui lui avaient valu le surnom de Castor. Il se trouvait dans la même septième que Frankie ou Freddy. Il passe sa journée à farfouiller dans les égouts avec son bâton-colle et tous les soirs il remâche la gomme. Oh nom d'un chien que c'est dégueulasse, s'était exclamé Ben. Tout juste Auguste, avait répondu Dozier en s'éloignant. Freddy ou Frankie avait manœuvré le fabuleux bâton-colle dans tous les sens à travers la grille de l'égout, croyant avoir découvert une perruque. Sans doute pensait-il la faire sécher et l'offrir à sa mère pour son anniversaire, ou quelque chose comme ça. Au bout de quelques minutes de cotilles infructueuses, il était sur le point de renoncer à sa prise lorsqu'un visage s'est apparu au milieu des eaux troubles, un visage avec des feuilles mortes collées sur ses joues blanches et de la boue dans ses yeux fixes. Frankie ou Freddy avait couru chez lui en hurlant. Veronica Grogan était en 8e dans une institution religieuse de Newport Street, dirigée par ce que la mère de Ben appelait les chrétiens. On l'enterra le jour où elle aurait dû fêter son 10e anniversaire. Après cette dernière horreur, Arlene Hanscom avait fait venir son fils dans le salon un soir, et une fois installé sur le canapé, elle lui avait pris les mains et l'avait regardé attentivement dans les yeux. Un peu mal à l'aise, Ben lui avait rendu son regard. « Est-ce que tu es fou, Ben ?» commença-t-elle. « Non, maman !» se récria Ben, plus mal à l'aise que jamais. Il ne voyait absolument pas où elle voulait en venir. C'était la première fois, autant qu'il se souvenait, qu'elle prenait un air aussi grave. « Non, en effet, fit-elle en écho, je ne le crois pas. » Là-dessus, elle se tut pendant un assez long moment, ne regardant pas Ben, mais les yeux tournés pensivement vers la fenêtre. Ben se demanda fugitivement si elle n'avait pas oublié sa présence. C'était encore une jeune femme, elle n'avait que 32
seule, son enfant l'avait marqué. Elle travaillait 40 heures par semaine en salle de bobinage dans une filature de Newport. Et après des journées où la poussière et la charpie avaient particulièrement volé, il lui arrivait de tousser pendant si longtemps et si sèchement que Ben en était effrayé. Ces nuits-là, il restait éveillé des heures dans son lit, à côté de la fenêtre où il plongeait les yeux dans l'obscurité, à se demander ce qu'il deviendrait au cas où elle mourrait. Il se retrouverait orphelin, avait-il cru comprendre. Elle deviendrait peut-être alors un enfant de l'assistance. Cela signifiait, croyait-il, qu'il faudrait vivre chez des fermiers qui le feraient trimer du lever au coucher du soleil, où il serait envoyé à l'orphelinat de Bangor. Il essayait de se dire que c'était stupide de s'inquiéter, mais cela ne lui apportait aucun réconfort. Ce n'était pas seulement pour lui-même qu'il s'inquiétait, mais aussi pour elle. C'était une femme dure, sa maman, et il fallait en passer la plupart du temps parce qu'elle voulait, mais c'était une bonne maman. Il l'aimait beaucoup. Tu as entendu parler de ces meurtres, reprit-elle enfin en se tournant de nouveau vers lui. Il acquiesça. On devait d'abord penser qu'il s'agissait, à l'hésitation le mot suivant, qu'elle n'avait jamais prononcé en présence de son fils, mais les circonstances étaient particulières et elle fit l'effort. De crimes sexuels. C'est peut-être vrai, peut-être pas. C'est peut-être fini ou peut-être pas. Personne ne peut plus être sûr de rien. Sinon qu'il y a un cinglé en liberté qui massacre les petits enfants. Est-ce que tu me comprends, Ben? Il acquiesça. Et tu sais ce que je veux dire quand je te parle de crimes sexuels? Il ne le savait pas, du moins pas exactement, mais il hocha de nouveau la tête. Si sa mère décidait de lui parler par-dessus le marché des abeilles et des oiseaux, il allait mourir d'embarras. Je m'inquiète pour toi, Ben, je suis inquiète, parce que je ne fais pas ce qu'il faut vis-à-vis de toi. Ben fit une grimace, mais ne dit rien. Tu es souvent livré à toi-même. Trop souvent, je me dis. Maman. Tais-toi quand je parle, le coupa-t-elle. Et Ben se tut. Tu dois être très prudent, Benny. L'été arrive et je ne voudrais pas te cacher tes vacances, mais il faut que tu fasses très attention. Je veux te voir arriver au plus tard à l'heure du dîner tous les soirs. À quelle heure mangeons-nous? À 6 heures. Exactement. Alors, écoute bien ce que je vais te dire. Si je mets la table vers se tourner et vois qu'il n'y a pas de Ben en train de se laver les mains à l'évier, je fonce sur le téléphone et j'appelle la police pour dire que tu n'es pas rentré. Tu comprends? Oui, maman. Et tu es bien convaincu que je le ferai? Oui. Ce sera sans doute pour rien, si jamais je dois le faire. Je ne suis pas tout à fait ignorante en matière de jeunes garçons. Je sais que pendant les vacances d'été, vous vous lancez à corps perdu dans vos jeux et vos projets, à suivre les abeilles jusque dans leur ruche, à jouer à la balle ou à je ne sais quoi. Dis-toi bien que je me doute un peu de ce que tes copains et toi avaient en tête. Ben acquiesça sobrement, songeant que si elle ignorait qu'il n'avait aucun ami, elle devait être loin d'en savoir autant sur sa vie d'enfant qu'elle le prétendait. Mais il n'aurait jamais, au grand jamais, envisagé de lui faire une telle réponse. Elle prit quelque chose dans la poche de son manteau, de son tablier, et le lui tendit. C'était une petite boîte en plastique. Il l'ouvrit. Quand il vit ce qu'il y avait à l'intérieur, il resta bouche bée. Oh là là! S'exclama-t-il, son admiration était tout à fait sincère. Merci. C'était une montre Timex avec des petits chiffres d'argent et un bracelet en imitation cuir. Elle l'avait mise à l'heure et remontait. Il entendait son tic-tac. Eh, c'est super chouette. Il étreignit sa mère avec enthousiasme et déposa un baiser bruyant sur sa joue. Elle sourit, contente de son plaisir. Puis elle reprit son expression de gravité. Mais là, garde-la, porte-la, remonte-la. Fais-y attention, et surtout, ne la perds pas. D'accord. Maintenant que tu as une montre, tu n'as aucune raison d'être en retard à la maison. N'oublie jamais ce que je t'ai dit. Si tu es en retard, la police partira à ta recherche à ma demande. Au moins jusqu'à ce qu'ils aient pris le salopard qui tue les enfants par ici. Pas question d'être une seule minute en retard. Sans quoi je décroche le téléphone. Oui, maman. Encore une chose, je ne veux pas que tu traînes tout seul. Tu as bien compris qu'il ne fallait pas accepter de friandises d'inconnus, ni monter avec lui en voiture. Tu n'es pas fou. On
son à ce point. Il y a quelque chose d'affreux dans cette ville de toute façon. Je l'ai toujours su. Elle baissa de nouveau les yeux sur lui, sourcils froncés. Tu aimes tellement te balader, Ben. Tu dois connaître tous les coins et les recoins de Derry, je parie, au moins de la ville. Ben pensait qu'il était bien loin de connaître tous les coins de Derry, mais beaucoup lui étaient familiers. Cependant, le cadeau inattendu de la montre l'avait mis dans un tel état d'excitation qu'il aurait été d'accord avec sa mère, même si elle avait suggéré que John Wayne aurait dû jouer le rôle d'Adolf Hitler dans une comédie musicale sur la Deuxième Guerre mondiale. Il acquiesça donc. Tu n'as jamais rien vu de particulier, n'est-ce pas lui demanda-t-elle. Rien ni personne de bizarre, de pas ordinaire qui t'aurait fait peur. Et à cause de la joie que lui avait procuré la montre, de son amour pour elle, de ce qu'avait de rassurant pour le petit garçon qui l'était l'inquiétude qu'elle manifestait pour lui, inquiétude en même temps un peu effrayante par sa véhémence non dissimulée. Il faillit lui parler de ce qui s'était passé en janvier dernier. Il ouvrit la bouche, mais quelque chose comme une puissante intuition la lui fit refermer. Rien de plus qu'une intuition, mais rien de moins. Un enfant peut de temps en temps éprouver l'intuition des plus complexes responsabilités de l'amour, sans dire qu'en certains cas la gentillesse commande de ne rien dire. C'est l'une des raisons qui le fit se taire. Mais il y avait quelque chose d'autre qui n'était pas aussi noble. Elle pouvait être dure, sa maman, très autoritaire. Elle ne disait jamais qu'il était gros, mais qu'il était costaud, ajoutant parfois pour son âge. Et souvent, elle lui apportait les restes de dîner pendant qu'il regardait la télé ou faisait ses devoirs. Il les mangeait, même si, au fond de lui-même, il se détestait obscurément d'agir de la sorte. Mais sans doute faut détester sa maman de lui donner. Jamais Ben Hanscom ne se serait permis de détester sa maman. Dieu l'aurait foudroyé s'il avait manifesté un sentiment d'une telle brutalité, d'une telle ingratitude. Et peut-être qu'au plus profond de lui-même, le fin fond de la Mongolie des pensées de Ben, il soupçonnait ce qui l'a poussé à le suralimenter ainsi. Était-ce juste de l'amour? Pouvait-il y avoir autre chose? Sûrement pas. Mais il se posait la question. Plus inquiétant, elle ne savait pas qu'il n'avait pas d'amis. Cette ignorance lui faisait perdre confiance en elle, dans la mesure où il se demandait quelle serait sa réaction s'il lui racontait ce qui lui était arrivé en janvier, en admettant qu'il lui fût arrivé quelque chose. Être à la maison à 6 heures et non plus bouger n'était pas si terrible en somme. Il pourrait lire, regarder la télé, manger, fabriquer des trucs avec ses jeux de construction. Mais rester coincé là toute la journée serait très pénible. Or, elle risquait de l'y obliger s'il lui racontait ce qu'il avait vu ou cru voir en janvier dernier. Non, maman, répondit-il, juste Monsieur McKibbon qui farfouille dans la poubelle des autres. Elle rit d'autant plus qu'elle n'aimait pas ce McKibbon, qui était non seulement républicain, mais aussi chrétien, et ça mit fin à la discussion. Cette nuit-là, Ben resta éveillé fort tard, mais ses fantasmes n'étaient pas de se retrouver orphelin dans un monde impitoyable. Il se sentait aimé en sécurité, allongé dans son lit, tandis qu'un rayon de lune venait en effleurer le pied. Il portait la montre à son oreille pour en entendre le tic-tac, puis l'approcha de ses yeux pour admirer l'allure fantomatique des chiffres au radium. Il avait fini par s'endormir et par rêver qu'il jouait au baseball avec d'autres garçons dans le parking abandonné derrière le dépôt de camions de Tracker Brothers. Il venait juste de frapper une balle si puissante qu'elle allait lui permettre de boucler un tour complet. Ses coéquipiers l'attendaient, enthousiastes, à la base de départ. Ils l'accueillirent à grand renfort de claques dans le dos, le soulevèrent sur leurs épaules et le portèrent en triomphe jusqu'à l'endroit où se trouvaient leurs équipements. Dans son rêve, il n'en pouvait plus de fierté et de bonheur. Puis, il avait regardé en direction de la base centrale, à l'opposé du terrain, là où une barrière fermée d'une chaîne marquait la frontière entre le parking, au sol cendré et la pente herbeuse qui descendait vers les friches mortes. Une silhouette se tenait au milieu des graminées et des buissons bas, presque hors de vue. D'une main gantée de blanc, elle tenait un lot de ballons, rouge, jaune, bleu, vert,
faisait signe de l'autre. Il ne distinguait pas le visage du personnage, mais remarqua en revanche l'habit flottant, avec ses énormes pompons orange sur le devant, ainsi que le gros nez papillon jaune et tombant. C'était un clown. Tout juste Auguste fit une voix spectrale. Lorsque Ben se réveilla le lendemain matin, il avait oublié son rêve, mais son oreiller était encore humide, comme s'il avait